Les matins de France Culture. Guillaume Erner. Le Comité consultatif national d'éthique publiait hier son avis sur la prochaine loi de bioéthique qui devrait être présentée à l'automne pour une adoption en 2019. Extension de la PMA aux couples de femmes et femmes célibataires, autoconservation des ovocytes, levée de l'anonymat des futurs donneurs de sperme. Le comité recommande à travers ses ouvertures de mener, je cite, une loi de confiance dans l'individu plutôt qu'une loi d'interdiction. Je reçois Frédéric Worms. Bonjour, vous êtes philosophe, vous êtes membre de ce comité consultatif national d'éthique. Vous dirigez également la collection Questions de soins aux presses universitaires de France. Vous êtes notamment l'auteur des maladies chroniques de la démocratie. Et les auditeurs de France Culture vous connaissent comme l'un des producteurs de l'émission Matière à penser sur France Culture. Avant d'aborder ces décisions sur le fond, j'aimerais savoir comment un philosophe travaille, comment il décide, comment il opère pour faire des choix dans le domaine de l'éthique et notamment dans ce domaine-là de l'éthique, autrement dit la bioéthique. Frédéric Worms. Merci d'abord de votre invitation. Je suis très heureux d'être là pour parler de tout ça. D'abord, il faut voir que le comité consultatif ne décide pas. Il est aussi pluridisciplinaire, donc il y a beaucoup de disciplines et c'est très important pour un philosophe d'écouter ce que disent les médecins. Il y a quand même des données objectives et il ne s'agit pas de trancher depuis la Lune. Après, si je devais dire un critère philosophique très simple, je dirais, et c'est un peu ce qu'on a aussi essayé de penser, c'est-à-dire il ne s'agit pas de penser à un bien absolu, mais de déterminer l'endroit où il y a au contraire une violence qu'il faudrait interdire absolument, quelque chose qui porterait un tort à quelqu'un dans un acte précis donné. Et c'est vrai que je crois que c'est plutôt ce critère négatif, empêcher un tort, et en même temps un autre critère qui serait soigner des maux, répondre à des... On est quand même en bioéthique, on est dans l'éthique de la médecine, le but de la médecine qui est profondément éthique, même si elle peut elle peut devenir contre-productive, elle peut devenir violente. Le but de la médecine, c'est quand même de soigner des souffrances humaines. Donc au fond, je dirais d'un côté soigner des souffrances, de l'autre côté éviter des violences. Ce seraient deux aspects plutôt négatifs en apparence, mais c'est mieux que de chercher le bonheur absolu ou le bien parfait. Alors donnez-nous justement des exemples de violences que ce comité souhaite éviter au travers de ses décisions. Quelles sont les décisions négatives que vous avez dû prendre, ou alors comment se justifient-elles, Frédéric Worms? On pourrait prendre divers exemples, mais je vais en prendre 2 ou 3 très précis dans cet avis qui porte sur des sujets nouveaux. Par définition, la révision de la loi de bioéthique est justifiée parce que la médecine avance, il y a des nouvelles techniques qui posent donc aussi des nouvelles questions éthiques. Mais il faut peut-être souligner d'abord qu'il y a un paradoxe dans la bioéthique, parce que précisément la médecine vise à soigner. Comment se fait-il qu'elle puisse poser des problèmes? On s'en est aperçu, on le rappelle souvent dans le procès des médecins nazis, après les camps d'extermination. Et on aurait pu dire les médecins nazis sont des bourreaux comme les autres. Mais en fait, il y a eu un problème très particulier à Nuremberg en 1945, c'est que les médecins nazis ont développé une argumentation très perverse qui consistait à dire mais nous on cherchait des médicaments pour l'humanité. On faisait peut-être des actes criminels, mais au nom du soin, au nom de la guérison d'autres hommes. Donc on s'est aperçu, et ça a été ensuite aux États-Unis sur des expérimentations aussi sur l'humain, que la médecine peut rencontrer des contradictions éthiques. Non pas une contradiction seulement entre le mal et le bien, mais parfois entre deux biens. Rechercher un bien avec une technique qui vise à guérir et rencontrer un autre bien, un autre problème avec par exemple la liberté ou l'autonomie de la personne, la question du consentement par exemple. Si je prends 2-3 exemples très concrets, on a dans ce rapport des sujets très nouveaux, par exemple l'intervention massive du numérique dans la santé. On s'aperçoit que c'est à la fois un outil de guérison, on va pouvoir individualiser le soin à travers des algorithmes qui vont prendre toutes vos données et déterminer votre maladie à vous, pas la maladie en général, et donc aller beaucoup plus vite. Mais en même temps, vos données vont partir sur des réseaux, vont peut-être être utilisées pour d'autres soins que le vôtre, peut-être pas du tout pour du soin, mais pour du commerce ou de l'industrie, d'une manière que personne ne pourra plus contrôler. Donc il y a un problème, une contradiction éthique. Et si je prends un exemple proche de celui dont on va parler, aux yeux du comité d'éthique, par exemple, sur la gestation pour autrui, on comprend très bien qu'il y a une demande qui vise à répondre à une souffrance, là aussi, mais en même temps, on considère que dans l'acte même de la gestation pour autrui, d'une grossesse, il y a quelque chose à respecter. Là aussi, il y a une contradiction et peut-être une violence à l'égard quelque chose qui est une relation humaine importante qui est pendant la grossesse. Mais alors, justement... je vous tends une perche, Guillaume Erner. J'aurais peut-être dû rester sur le numérique ou bien d'autres sujets, parce qu'il faut rappeler que cet avis a quand même 170 pages et porte sur tous les sujets nouveaux
nouveau, donc peut-être je vais trop vite vers Non, les mais sujets. puisque vous êtes en face de moi, je vais vous embêter, puisque vous êtes philosophe également, Frédéric Worms. Vous avez, donc je le dis de manière très brève, vous raffinerez ensuite, vous, le comité consultatif national d'éthique, vous avez autorisé la PMA pour les femmes seules et également pour les couples de femmes. Vous avez en revanche durci l'interdiction de la GPA, considérant donc que la gestation pour autrui devait être interdite. Mais moi, je pensais que la modernité, pour un philosophe, elle se caractérisait par, alors on le dit en langage philosophique, par l'indifférence à l'égard des formes substantielles du bien, autrement dit, par le fait que vous ne pouvez plus considérer qu'il y a un bien, un même bien qui s'applique à tous. Si un individu doté d'un consentement éclairé décide, par exemple, de se livrer à la gestation pour autrui, de quel droit un philosophe peut-il décider que celui-ci se fait violence à lui-même? Alors encore une fois, le comité d'abord n'autorise ou n'interdit rien, c'est le législateur qui le fera. Non, mais vous avez donné... C'est quand même très très important. Pour moi, le cadre public est fondamental et au fond, la procédure est tout aussi importante que le contenu. La question qui décide. Il ne faut pas donner une impression d'arbitraire et qu'il y a des experts autoproclamés, philosophes ou autres gourous, j'allais dire, ou autres sages, ou autres savants, ou autres sachants qui décideraient pour les citoyens. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Mais si vous voulez, je disais aussi, il ne s'agit pas de promouvoir un bien quel qu'il soit, mais de regarder au contraire le moment où il y a du mal, au moment où il y a de la violence. Vous dites, mais votre mal. Vous dites aujourd'hui, il n'y a pas de conception du bien, donc au fond, chacun décide librement. Mais j'ai pas dit ça, c'est, je crois, un ami à vous, Emmanuel Kant, qui expliquait cela. Un maître pour tout le monde, malgré tout, Emmanuel Kant. Alors, Emmanuel Kant, laissons-le de côté un tout petit instant, même si on peut y revenir, mais parce qu'il a dit des choses très importantes quand même sur les critères du juste. C'est quelque chose qui doit valoir pour tout le monde. L'impératif catégorique, c'était l'autonomie, la liberté, mais quand même, Kant, qui est un philosophe inspiré du protestantisme et puis un grand philosophe de la nécessité, du devoir, à côté de la liberté, il mettait le devoir. Et même pour lui, c'est l'expérience du devoir qui prouve la liberté. Pourquoi ? Parce que ça prouve qu'il y a chez l'homme quelque chose qui peut résister même au désir. Et donc que l'homme n'est pas seulement un être sensible, mais un être rationnel. Donc soyons prudents avec Kant, c'est le philosophe de la liberté et du devoir. Mais, et ça c'est très important, mais revenons quand même à notre sujet très précis. Il est évident qu'en société, et là aussi on peut retrouver Kant, d'ailleurs la limite de ma liberté c'est la vôtre, Guillaume Erner, ou celle des autres citoyens, il y a des relations entre libertés et donc il y a des limites aux actes. Si je reste dans le domaine de la bioéthique, on dit toujours il y a des dérives internationales, et c'est vrai. Et il faut faire très attention à cette sorte de contexte mondial aujourd'hui. Mais il y a des interdits universels. Je cite le plus connu qui me paraît très intéressant, c'est l'interdit du clonage reproductif. Même dans les pays où il y a la peine de mort, comme en Chine, où il y a des trafics d'organes, on interdit partout le clonage reproductif. C'est-à-dire on pourrait prendre une cellule de votre corps et faire beaucoup de Guillaume Erner, où chacun... Voilà. C'est interdit partout. Ça veut dire que ça peut être un désir de certains, mais que c'est interdit malgré tout. Donc l'interdiction porte sur un tort fait à quelqu'un, à plusieurs personnes. Parfois, c'est dans la loi française, à un moment donné, à l'espèce humaine comme telle. On dit que le clonage reproductif est une atteinte portée à l'espèce. Et la biodiversité, par exemple, peut aussi être un critère. Donc, il y a en effet des limites. Et comme je prenais l'exemple moi-même, je vous ai un peu tendu cette perche, sur la gestation pour autrui, le comité d'éthique, en tout cas, tout le monde n'est pas d'accord, considère que dans cet acte de gestation, il y a une relation profonde à laquelle on porterait tort, aussi bien peut-être l'enfant que la gestatrice elle-même, en y recourant comme à un moyen et non pas comme à une fin, pour dire un peu comme le philosophe que vous avez cité. Mais alors, est-ce que ça veut dire que la bioéthique, ce comité auquel vous participez, Frédéric Worms, il est capable de définir ce qui serait, alors on peut dire ou bien un sacré laïque, ou bien un sacré œcuménique, c'est-à-dire qu'il faudrait finalement à la fois pour les croyants et pour les non-croyants? Si on appelle sacré le lieu de quelques interdits reconnus en commun, et au fond, c'est la définition sociologique du sacré au XXe siècle. C'est l'espace de l'interdit. Le lieu sacré, c'est celui où on ne peut pas entrer. Alors, je pense qu'on pourrait très prudemment employer cette expression. C'est un lieu je dirais, ce qui est important, c'est moins que ce soit sacré, plutôt que ce soit un sacré reconnu en commun. Des limites qu'on trace en commun, chacun ayant par ailleurs
sa conception du sacré. Et le problème, c'est plutôt de concilier diverses conceptions dans un espace démocratique où nous avons tous diverses façons de définir ces limites et à travers une démarche de discussion, de débat, de les définir en commun. Ce qui est vrai, c'est que les nouvelles techniques médicales, en effet, touchent à des aspects fondamentaux de la vie et de la mort. De la conception, du rapport au corps, du rapport à autrui, du rapport au monde aussi. Et donc, d'une certaine manière, nous forcent à expliciter notre conception du sacré. Si on n'avait pas ces techniques, peut-être qu'on se poserait moins de questions sur ce que c'est qu'un enfant, ce que c'est qu'un parent, ce que c'est qu'un homme, une femme, etc. Ça nous oblige à expliciter le sacré. C'est un geste un peu violent. On a besoin du sacré, mais on n'a pas envie d'y toucher tous les matins, à France Culture ou ailleurs. Mais là, il faut le faire. Et donc, le rôle du comité d'éthique, c'est entre la science et la loi, sans se confondre ni avec les savants, ni avec le législateur, de discuter. Vous évoquiez, Frédéric Worms, les questions posées par finalement les nouvelles techniques médicales. Il y en a une qui est particulièrement problématique, c'est ce que l'on appelle la médecine prédictive. J'ai la possibilité, par exemple, de savoir de quelle maladie mes enfants pourraient être atteints, y compris d'ailleurs des enfants à naître. Et cela pose un problème puisque l'eugénisme est considéré comme un mal absolu. L'eugénisme négatif, autrement dit le fait de supprimer la vie à quelqu'un est considéré comme une monstruosité. Le fait de décider si finalement on a la possibilité ou non de faire un enfant. Est-ce que c'est pas finalement une forme d'eugénisme? On appelle ça parfois de l'eugénisme positif. Est-ce qu'il n'y a pas finalement là aussi une contradiction dans ces décisions du Comité consultatif national d'éthique? Le comité n'a certainement pas favorisé l'eugénisme. Au contraire, l'eugénisme, le terme grec le dit bien, le E c'est toujours le texte positif pour le bonheur, pour ce qui est bien, l'euphorie, l'utopie, etc. L'eugénisme, c'est la visée d'un enfant parfait, la visée d'un enfant parfait qu'on sélectionne en fonction de critères du bien. C'est justement ce que le comité, de façon très forte, refuse. Et il faut bien voir que c'est là pas du tout une dérive dans laquelle on entrerait irréversiblement, comme si on glissait sur une pente fatale, pas du tout. Là, il y a un interdit fondamental à respecter. Ce qui est très important, en revanche, comme toujours en médecine, c'est de pouvoir empêcher certains maux, MAUX, certaines sources majeures de souffrance, de handicap, voire de mort. Et si on détecte des maladies, là, on peut se poser la question de l'intervention pré-conceptionnelle, pré-implantatoire, ou comme vous le savez, l'interruption médicale de grossesse peut être autorisée en France, l'est d'ailleurs dans les cas très précis de maladies graves. De même que, malheureusement, l'arrêt de traitement après la naissance pour certains nouveau-nés souffrant de très très graves maladies ou annonçant des handicaps extrêmement lourds. Le pire que la mort. Moi, je appelle ça le pire. Ce qui est pire que la mort, c'est la seule chose qui peut autoriser l'intervention terrible, même sur des nouveau-nés, qui consiste à interrompre des traitements. Et d'une certaine façon, c'est ça le critère fondamental. Mais c'est vrai que ce problème-là lui-même peut être compliqué. Je dirais que le principal souci, c'est moins d'interdire l'eugénisme, qui est quelque chose de très important. Si quelqu'un vient en disant « je veux un enfant comme ci, comme ça », parce que c'est mieux, je veux je veux les spermes d'un grand savant, ou bien je veux qu'il soit blond aux yeux verts, etc. Ça, il faut absolument le refuser. En revanche, il faut favoriser, et le comité fait un pas dans ce sens dans sa réflexion, sur les diagnostics pour empêcher des maladies. Le problème, ce sera moins donc de limiter l'objet que de limiter les représentations, de ne pas avoir peur, de ne pas se sentir malade à l'avance et au fond de ne pas... C'est-à-dire c'est vrai que si on vous dit avant même de concevoir un enfant, puisqu'on parle de diagnostic préconceptionnel, on va chercher de quelle maladie génétique vous pouvez être porteur. Un couple qui décide d'avoir un enfant, il n'a pas forcément envie de se représenter des maladies à venir, de se représenter la mort possible, de se représenter de quoi dans son corps il est porteur. Il y a une sorte d'ennemi intérieur dans notre corps, le gène est porteur de souffrance. Ça devient une panique possible. Et le rôle de l'éthique, là, ici, c'était très compliqué. On veut empêcher des maladies, mais pas, évidemment, changer profondément notre rapport à la vie. Et puis, dans les questions d'éthique, Frédéric Worms, il est aussi question d'humain, et on a l'impression que l'ensemble des techniques médicales, alors je pense par exemple à la médecine à distance, qui est en train de se diffuser extrêmement rapidement. On propose désormais des consultations via Internet. Est-ce que finalement, ça n'est pas le signe que le lien humain qui était à la base même du geste médical est en train de disparaître ?
C'est vrai que sans dramatiser, je pense que l'ensemble des sujets dont on traite dans cet avis, et c'est pour ça qu'il y a une réflexion légitime sur l'éthique dans la société française et au-delà aujourd'hui, tout cela touche à des représentations de l'humain. D'un bout à l'autre, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que mon corps. Alors il y a des gènes, il y a des données de santé qui circulent partout dans les réseaux, qu'est-ce que c'est qu'être un père, un enfant, une femme, etc. Et en effet, le numérique, la télémédecine vont aussi changer notre rapport à nous-mêmes et notre rapport à l'humain dans le soin. Et c'est vrai que c'est fondamental, non seulement de garder un rapport avec un humain, mais on va être aussi soigné bientôt par des algorithmes, comme je le disais tout à l'heure. Le groupe de travail qui a réfléchi sur le numérique a proposé une notion qui, à mon avis, est appelée à un grand avenir dans ce monde d'ordinateurs et de réseaux. C'est une notion qui n'a l'air de rien, qui est la notion de garantie humaine. C'est-à-dire que toute décision médicale, à un moment donné, même si elle résulte d'un algorithme, d'un calcul qui peut nous sauver la vie, il ne faut pas diaboliser les machines, à un moment, doit passer par un humain qui la garantit. Ça n'a l'air de rien, c'est un peu surréaliste, parce qu'on a évidemment l'impression que c'est un peu dramatique d'avoir besoin de formaliser la présence de l'humain dans la médecine, ça devrait être évident. Mais c'est vrai que c'est très important et je suis convaincu que dans tous les domaines, dans le domaine de la sécurité, dans le domaine du commerce, dans tout un tas de domaines, la notion de garantie humaine va être appelée à un grand avenir. Et puis, aux côtés de l'éthique, notamment sur ces sujets de mœurs, sujets de société, il y a la politique et il y a eu, bien entendu, des réactions politiques, les Républicains qui étaient plutôt divisés sur les suites qu'il fallait donner si le gouvernement décidait d'autoriser la PMA pour une femme seule ou bien pour un couple de femmes. Il y a aussi d'autres organisations qui sont très hostiles à cela, par exemple, donc celles qui ont manifesté contre le mariage pour tous. Comment vous faites pour distinguer la philosophie du politique? Est-ce que vous-même, vous n'êtes pas dans un projet politique, pas vous, Frédéric Worms, mais ce comité consultatif national d'éthique? Non, pas du tout. Si on est d'abord une instance, en effet, consultative qui ne décide pas. D'autre part, on réfléchit à des enjeux publics, à des conséquences sociales, à des conséquences comme les politiques, mais pas en termes politiques. C'est-à-dire, ce qui nous oriente, ce ne sont pas des valeurs qui orienteraient un projet de société plutôt qu'un autre. On pourrait dire, je dirais, on se trompe un peu quand on dit tout cela se fait au nom de la liberté ou de l'égalité. Bien sûr, on tient compte aussi de ces principes. Mais s'il s'agissait juste de répondre à des valeurs, par exemple certains qui disent le respect de la vie, d'autres qui disent le respect de l'égalité, on ne ferait pas notre travail puisque précisément, je pense qu'il y a contradiction sur des sujets précis entre ces valeurs. Et que le médecin qui veut sauver la vie et le citoyen qui dit je veux décider librement, ils ont tous les deux raison. Donc le but du comité d'éthique, c'est plutôt sur des sujets précis, de déterminer des consensus possibles entre des valeurs contradictoires et donc de préparer le cadre du débat public, qui c'est politique au sens de l'espace public, au sens de la République, au sens du cadre commun, au sens noble de la politique, mais pas au sens de telle ou telle position politique. Frédéric Worms, je rappelle que vous êtes philosophe, vous avez notamment publié Les maladies chroniques de la démocratie, c'est aux éditions des Clés de Brouwer.